n'y avait qu'un seul match au programme la nuit dernière. Victoire de New York sur le parquet de Toronto, 113-108. Shai, c'est la 5e victoire pour les Knicks au cours des 6 derniers matchs. Ça se passe plutôt bien du côté des Knicks en ce moment. Karl Anthony Towns, qui avait manqué justement le dernier match perdu contre Detroit, est revenu. Il a tout de suite compilé 24 points, 15 rebonds, 6 passes. Le panier qui donne l'avantage aux Knicks à la fin. Le 3 points qui enterre la victoire des Knicks à la fin. Karl Anthony Towns, très à l'aise. Je peux même rajouter 2 interceptions de contre d'ailleurs. Très à l'aise dans cette nouvelle équipe de New York. Un 5 majeur de New York qui fonctionne à pleine puissance en ce moment, Shai. Ah, c'était le match de 4. C'est aussi, il avait aussi à cœur de gagner un match à Toronto parce que je sais pas si tu savais, mais il avait jamais gagné de toute sa carrière sur le parquet des Raptors. Et je ne Et savais pas, tu m'apprends voilà. quelque Il chose. avait joué 7 fois. Alors, il a connu quelques périodes de vache maigre hein, quand même à Minnesota, donc ça peut aussi s'expliquer comme ça. Mais Kat a effectivement fait un très très bon match et avec dans les 40 dernières secondes les 2 paniers que tu évoquais. Il n'a pas été tout seul hein, parce que Michael Bridges, fait un bon petit match aussi, 23 points, alors il a quand même une saison un peu irrégulière au niveau de l'adresse. Jalen Brunson, double-double. C'était pas mal. Cela dit, encore une fois, je trouve que Toronto fait partie de ces équipes qui se défendent bien. Là, Ouais. le classement est bon. Ils sont avant-derniers, donc les résultats sont pas là. Mais par contre, c'est une équipe qui est aussi très souvent dans les matchs, ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes mal classées. Et tu vois, s'ils perdent pas Scottie Barnes au milieu du 3e quart-temps, où il se fait mal à la cheville, c'est en retombant sur Kat. D'ailleurs, je crois que Kat était vraiment partout dans ce match-là. Peut-être que s'ils perdent pas Scottie Barnes, qui est quand même peut-être leur joueur le plus important avec RJ Barrett cette saison, peut-être qu'ils peuvent faire encore un peu mieux que ça et pas perdre à la fin. Ça fait 3 défaites de suite pour les Raptors. Ouais, la blessure de Scottie Barnes a clairement été aussi un tournant, en tout cas, à faciliter la tâche, on va dire, pour Mm. New York, qui était menée au début du 4e quart-temps. 30 points d'R.J. Barrett, du coup, qui a pris le relais. Il fait des bons matchs, R.J. Barrett. C'est vrai que quand il y a Barrett et Barnes, les Raptors sont pas impressionnants non plus, mais ça reste une équipe, effectivement, plutôt correcte ou plutôt intéressante pour une équipe jeune ou qui manque encore de talent. C'est pas l'équipe la plus dégueu de la ligue. Je suis assez d'accord avec toi. Non, Et c'est ça. blessure. On pourrait j'étais en train de réfléchir à qui est plus dégueu. Enfin, on fera un power ranking des Ouais, mauvaises équipes si ça tu veux. Mais... commence par il y a 2 W. Ah ouais. Là, et pourtant, en début de saison, je trouvais qu'il y a des moments où c'était intéressant, les Wizards. Mais Faudra qu'on se refasse un petit classement de matabilité après le pourquoi premier quart de la saison, tu vois. pourquoi pas ce soir dans la late session, hein, Très bien. ça peut être notre thème, voilà. Thème Magnifique trouvé en teasing. direct. Heu, mais Pas du les coup, meilleures équipes, hein, les plus matables, hein, on rappelle. ouais, elle est plus matable, exactement. Fracture du coup pas fracture, qu'est-ce que je raconte? Entorse de la cheville. J'espère, Fracture parce serait que plus c'est compliqué. c'est mieux pour lui. Entorse de la cheville pour Scottie Barnes, voilà, on ne sait pas encore combien de temps, il va manquer. Justement, en parlant de douleur à la cheville, Evan Mobley, je passe du coq à l'âne, pense Mmh. qu'a priori ça devrait aller. Il s'est Bon, fait lui aussi une petite entorse de la cheville lors du match entre ouais. Cleveland et Miami, la nuit d'avant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter en particulier sur ce match? Bon, c'est Juste une réaction marrante de Josh Hart après le match qui expliquait que Jalen Brunson voulait absolument défendre sur Grady Dick, qui est plutôt en forme aussi cette saison. Et du coup, en anglais, ça donnait I want Dick, I'll take Dick. Je ne ferai pas la traduction, mais voilà, c'est pour montrer que les deux sont toujours les premiers pour des petites boutades comme ça. Voilà. Ah là là. En tout cas, les Knicks, ça marche plutôt bien. 15 victoires en 24 matchs. On avait averti que le mois de décembre sera un bon mois pour New York. Il y a un calendrier assez favorable. Il y a une équipe d'Orlando qui, juste devant, a perdu Banchero et Franz Wagner. Ouais. Potentiellement, New York, à la fin du mois, ça peut être clairement sur le podium de la conférence Est. Ce serait la logique, à moins qu'Orlando vraiment tienne le choc, ce qui serait super, hein, mais avec 2 matchs de moins, les Knicks ont 2 matchs de moins que le Magic, une longueur de retard. Même si Orlando tient bien, j'ai pas le calendrier du Magic en tête, mais la logique voudrait que les Knicks finissent devant et ce sera pas honteux si Orlando déjà s'accroche bien. Il y a quand même 3 victoires d'avance pour le Magic par rapport à Miami qui est 5e, donc pourquoi pas déjà rester dans le top 4, ce sera très bien. Yes, on peut enchaîner du coup avec d'autres petits sujets et notamment quand même une annonce assez importante qui a été faite, hier soir, qui a été relayée par The Athletic, par Joe Vardon de The Athletic.
c'est le fait que la NBA envisagerait quand même de lancer sa propre ligue en Europe, Shai. Alors pour l'instant, on a très peu d'infos sur le sujet. C'est le secrétaire général de la FIBA, Andreas Zaglis, c'est dur à dire ça, qui a expliqué que les prochains mois seraient décisifs, notamment dans les conversations avec Adam Silver, conversations qu'il juge très sérieuses. Il y aurait un vrai intérêt de la NBA pour lancer une grande ligue en Europe. On sait qu'à une époque, la NBA, elle réfléchissait à une expansion avec des franchises européennes. Je pense que c'est une idée qui est morte dans l'œuf, qui a été abandonnée dans le sens où voilà, c'est trop compliqué. Même si on n'a pas les avions supersoniques qui nous permettent de faire Los Angeles, Paris en 2 heures. Donc à partir de là, je pense effectivement, ou en 3-4 heures, à partir de là, cette idée a été abandonnée. Mais la NBA, voilà, se dit, bah, tiens, pourquoi pas une petite filiale en Europe. Est-ce que ça te fait peur, Shai? Moi, je vais le tourner comme ça. J'arrive pas à savoir à quel point c'est sérieux et à quoi ça ressemblerait en fait. Est-ce que ça remplacerait purement et simplement l'Euroleague? Parce que je crois que la licence de l'Euroleague, qui est un peu en bisbille avec la FIBA, prend fin dans 1 an ou 2. Est-ce que c'est censé remplacer l'Euroleague ou est-ce que c'est une ligue concurrente? C'est ça la question. Parce qu'après, par contre, si la NBA arrive à s'installer en Europe, je pense qu'ils mettront des moyens que l'Euroleague n'a pas. Et là, du coup, ça fera plus qu'un concurrent, quoi. Mais j'ai du mal à savoir quelle forme ça prendrait. Est-ce qu'il ferait un format pareil d'une ligue est-ce qu'il voudrait une ligue fermée comme l'Euroleague et la NBA? Est-ce que c'est ça? Je sais pas trop. Ouais. J'imagine, on ne sait pas effectivement, mais j'imagine. L'idée, c'est d'avoir une ligue au-dessus des ligues. Et alors, pour ce qui est de l'Euroleague, Zachlis, il explique, le but à la base, c'était de travailler à 3 avec l'Euroleague. On sait qu'il y a cette brouille entre la FIBA et l'Euroleague. Là, tu pars dans l'optique, tu fais ça, c'est que NBA FIBA, donc il y a une concurrence. Effectivement, les clubs d'Euroleague, la licence, elle expire, je crois, en 2026, si je dis pas de bêtises. Il y a un accord pour renouveler cette licence, mais cet accord, il n'a pas encore été signé. Parce que la NBA, tout l'argent du monde, si tu veux créer la plus grande ligue d'Europe, il faut que tu aies les plus grands clubs. S'il n'y a pas le Real, s'il n'y a pas le Barça, s'il n'y a pas les gros clubs turcs et les gros clubs grecs, ton championnat n'a pas la même saveur, même si tu as tout le marketing du monde. Après, effectivement, peut-être qu'avec l'argent, tu peux finir par attirer les meilleurs joueurs et les plus grands clubs deviennent d'autres clubs, mais il y a des clubs historiques en Europe, tu as besoin d'eux, et je pense que c'est pour ça que pour l'instant c'est un projet qui est dans les cartons et qui attend de vous. J'imagine qu'il y a des discussions pour voir, tiens, est-ce que vous êtes prêts à quitter l'Euroleague? En tout cas, voilà, ça peut bouleverser l'échiquier européen. Il y a quand même derrière, je pense que c'est ce qu'ils avaient expliqué, c'est qu'il y a quand même ce qu'ils visent surtout, c'est de booster le marketing. Bien sûr. Le marketing en Europe, parce qu'ils ont vu qu'il y avait un intérêt assez énorme. Il suffit de voir les Paris Games. Ça fonctionne très bien. Ils avaient fait Londres. Bon, à l'international, je pense qu'ils veulent encore développer le marketing et l'argent généré. Ils voient qu'il y a un marché très prometteur. Donc, ouais, ça m'a l'air d'être assez tourné là-dessus. J'ai du mal à savoir. Là, est-ce que c'est moi, c'est vraiment, est-ce que ça remplace l'Euroleague ou est-ce que c'est une ligue concurrente? Je sais pas trop. Mais bon. En fait, même si, quelle que soit la solution, l'idée c'est de remplacer l'Euroleague en fait. Ouais, si au début c'est concurrent, club, la fin est tu vois, la finalité, parce que comme je le disais, tu peux pas juste concurrencer l'Euroleague si tu n'as pas le Real, le Barça, etc. Donc l'idée elle est là. Bien sûr que l'idée c'est de remplacer l'Euroleague. Mais donc ils créeraient pas des franchises sur le modèle NBA pour ils récupèrent les clubs, quoi. Ça serait ça l'idée. Non, je pense pas. Alors on n'a pas effectivement le format, mais non, je pense pas. Non, je pense que parce que notamment, voilà, Adam Silver s'intéresse beaucoup à ce qu'il fait en Europe, la formation notamment. On voit bien que les Européens sont en train de prendre petit à petit le contrôle. En tout cas, de plus en plus de très bons joueurs européens. On voit bien que le système de formation des clubs européens est bien supérieur à celui du système AAU. C'est Adam Silver lui-même qui le reconnaît. Il est fasciné par ça. Il veut les clubs et leurs académies. Et effectivement, il y a une logique marketing. C'est ce que dit aussi Zachlis. C'est aujourd'hui, on se rend bien compte que le potentiel marketing européen est très loin d'être atteint. C'est underachieve. Et l'idée, c'est vraiment d'aller plus haut. Et la NBA peut permettre ça, mais la NBA, pour ça, elle a besoin des plus grands clubs. Bon, du coup, voilà. Peut-être que c'est un projet qui ne verra jamais le jour, mais apparemment, les discussions sont très sérieuses. C'est vraiment envisagé. Après, on peut même se poser la question des règles. Comment ça va se passer? Comment ça se passe pour les règles? J'ai cru comprendre à travers les mots de Zachlis que quand même, ça serait des règles FIBA. On est sur du basket FIBA, donc ça resterait le même basket, mais avec tout un
Un label NBA. Là, faut pas que j'essaye des trucs comme ça. Jamais, jamais, C'est un jamais, peu tôt jamais. pour tenter ça. Ouais. Ouais, c'est terrible. Ouais, avec un label NBA, une Mmh. puissance financière NBA, et j'imagine sans doute plein de passerelles du coup Eh oui. plus faciles entre la NBA et cette ligue européenne, notamment pour les joueurs américains qui voudraient faire un peu la navette pour le meilleur joueur Mmh. européen. Ça peut tout de suite intéresser beaucoup de monde, hein, si l'argent est mis. Ouais. Faut juste voir cette histoire de club, je pense. Ouais, ça peut être, je me projette, hein, mais est-ce que ça peut pas être comme, ce que font les filles, c'est-à-dire une saison américaine, une saison européenne, tu vois? Et du coup, les joueurs auraient un contrat aux Ah, États-Unis, puis un contrat aussi au minimum aussi gros, en Europe. Enfin, tu vois? Je sais j'imagine juste, ah hein, je là, sais pas. ouais, non, je pense pas que ce soit ça l'idée, mais je Mmh. pense vraiment c'est revenir à ta question, je pense que l'idée c'est de Ouais. remplacer l'Euroleague. OK. C'est un gros doigt d'honneur à mon avis fait à l'Euroleague. Là, j'extrapole, mais je pense que c'est un peu voilà, on sait qu'il y a cette guerre, il y a cette querelle, il y a ce truc, la FIBA avait lancé sa Champions League, Mmh. il y a des clubs estoniens, tout le monde, enfin, tu vois? Voilà, c'est pas un manque de respect pour ces clubs-là, c'est juste c'est pas les top clubs européens, c'est un Mmh. peu comme quand la ligue conférence au football, tu vois? C'est pas la même, tu pas sur le même prestige. La NBA, elle peut pas se permettre d'avoir des clubs comme ça si elle lance une ligue en Europe. Ouais. Mais bon, écoute, on verra. Et vu qu'on parle de basket européen, on peut peut-être revenir sur cette petite déclat d'Ime Udoka qui nous a un peu titillé. Ime Mmh. Udoka, en parlant d'Alperen Sengun, il a quand même dit qu'il fallait qu'il enlève ce qu'il y a d'européen en lui, et en tout cas, grosso modo, qu'il était un peu trop soft, qu'il fallait qu'il arrête de pleurer et qu'il joue dur. Et ça, il assimile ça au côté européen. C'est Et gratos, hein. ouais, on capte pas trop le cliché parce que c'est bon, déjà, la Turquie est 5% en Europe, mais bon, bref, passons les notions géographiques. Effectivement, les clubs turcs sont dans les championnats européens, ça fait des années. La Turquie a un temps envisagé l'Union européenne, enfin bref, peu importe. La Turquie, ok, Schengen est un Européen, pas de souci là-dessus, pas de problème. Mais du coup, euh, je veux dire, le côté physique du jeu européen, tu regardes un match d'Euroleague et un match de NBA, il y a quand même une ligue où ça se pousse un peu plus qu'en NBA quand même. Ouais, c'était un peu gratuit, c'est un peu le vieux cliché, je sais pas, on a l'impression que c'est un truc que Gilbert Arenas aurait pu dire, tu vois? Comme quand il avait dit Jokic, enfin, il faut retirer les Européens du jeu si on veut que ça joue plus dur, comme avant et tout. Enfin, je comprends pas bien. En fait, il pouvait exprimer le truc différemment sans mêler les Européens au truc, ou alors en ciblant quelques Européens, tu vois? Je sais pas, dire, s'il trouve que Luka Doncic, pleure beaucoup trop, se plaint beaucoup trop, ce qui est une réalité, un Tu problème as dans dit son très jeu. vrai. Mais c'est pas tous les Européens c'est pas parce que l'un des joueurs phares, d'Europe, est un peu comme ça, il y a un peu de souci à gérer ses émotions sur le terrain, et on rajoute parfois que du coup, tous les Européens ont ces problèmes-là. Je veux dire, c'est pas du tout le cas. Donc c'est un peu gratuit, ça m'a un peu déçu, de sa part, mais bon, Bon, heu, après. oui, c'est pas très, très grave, mais parce que là, comme ça, quand tu penses aux joueurs Il a joué en européens, Europe, hein, au passage, Luka, ouais, mais notamment à Vichy. quand tu penses aux joueurs européens de NBA, je veux dire, c'est pas je pense pas tout de suite à, c'est des pleureuses, en fait. Pour reprendre le Ah, terme utilisé, tu vois? Mais ouais, ils se plaignent auprès des arbitres, mais c'est vrai que c'est pas des joueurs soft. Moi, c'est surtout, je trouve, c'est enfin, pas des mecs soft, il y a quoi. des Américains qui font pas que plaindre, Ouais, qui parlent tout le de la première à la dernière minute du match aux arbitres, en fait. ouais, Et Chris Paul et Draymond Green ils notamment. sont très, très américains, tu vois? Donc j'ai pas trop compris le tir un peu gratos. J'espère que des Européens vont vont monter au créneau lors des matchs contre les Rockets, voilà. Mais moi, au-delà du truc sur les arbitres, bon, ça c'est une chose, mais c'est vraiment le côté en mode le cliché toujours en Europe, c'est soft, qui est encore aujourd'hui des fois dans l'évaluation de certains prospects. Et ça m'étonne beaucoup, tu vois. Mmh. On voit bien que c'est pas vrai. Bon, après, au final, Udoka, toute l'idée derrière, c'est ce qu'il arrive à bouger son joueur, tu vois. Est-ce que ça crée un électrochoc? Et si Şengün est en mode, mais comment ça? Il dit que parce que je suis européen, je suis soft et que ça le bouge, tu Ouais. vois. Ou c'est ce qui compte presque, tu vois. Je dirais que c'est ça la finalité de Mmh. sa déclat. Après, la manière, bon, bah voilà. Udoka a peut-être des clichés. Ça se trouve, il le pense même pas, je ne sais pas. Ouais, ça n'enlève pas le fait que c'est un très bon coach, hein, mais ouais. C'est un peu, c'est un peu gratuit, quoi. Je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a un autre thème qu'on voulait Oui, aborder? vous pouvez rapidement parler de Kawhi parce que, Oui. Tyronn Lue a parlé de lui. Il était avec Stephen A. Smith, sur ESPN,
Et Stephen A. Smith lui dit: «Est-ce que c'est pas frustrant pour toi de cette situation avec Kawhi qui peut jamais jouer quand ça compte, qui est pas souvent là?» Et il a dit: «Le plus frustrant, c'est pas pour moi, c'est pour lui». Et il a révélé que Kawhi le vivait pas très bien parce qu'on a l'image un peu de Kawhi qui est un peu, impassible, presque sans émotion. On se dit: «Bah, peut-être qu'il vit pas trop mal le fait de pas jouer», sauf qu'apparemment pas du tout. Il dit, heu, il veut être sur le terrain, il veut jouer chaque match, mais le timing n'est pas bon à chaque fois. C'est pas comme si les playoffs arrivaient et qu'il ne voulait pas jouer. Et là, il dit: «Je lui parle souvent et il y a eu des jours et des nuits difficiles. Il y a des soirs où il est presque en train de pleurer parce qu'il a l'impression d'avoir laissé tomber l'équipe. Mais tu ne peux rien contre les blessures. C'est un gars qui travaille extrêmement dur pour être sur le terrain et c'est simplement de la malchance. Je suis triste parce que je vois tout le travail qu'il fournit. On lui dit nous-mêmes de ne pas y aller parce qu'il est qu'à 40%, mais on sait que quand il est en bonne santé, c'est l'un des 5 meilleurs joueurs du monde.» Donc Kawhi ne vit pas très bien le fait de ne pas pouvoir jouer avec ses camarades. C'est un euphémisme. Et Tyronn Lue a révélé un truc un peu qui peut paraître surprenant parce qu'on a toujours cette image de Kawhi qui est un peu robotisé. Mais bon, ça, c'est compliqué pour lui aussi. C'est marrant parce que moi je trouve pas ça surprenant. Je veux dire, ça me semble logique C'est que le mec logique, ait bien envie sûr. de jouer, tu vois, et que Mm. ces mecs-là, la plupart, pas tous, c'est vrai, mais les mecs quand même aiment le basket. C'est vrai qu'il y en a. Andrew Bynum est un exemple reconnu lui-même. C'est pas, tu vois, il y en a quelques-uns. Il y en a peut-être même beaucoup. D'après certains joueurs, il y en aurait même beaucoup. Mais je pense que Kawhi Leonard, a priori, il aime le basket. C'est un compétiteur. Ça fait quand même des années qu'il est dans la ligue. Donc oui, il est privé, de son métier, de sa passion. Donc j'imagine qu'il le vit pas très bien. Moi, ça me surprend pas particulièrement. Par contre, je suis pas d'accord avec le côté c'est de la malchance. Ça, c'est après, c'est un athlète, c'est normal, il va tourner ça comme ça. Enfin, Tyronn Lue, c'est un coach aussi, en plus, il parle de son joueur. Mais je pense qu'avec Kawhi Leonard, on se rend bien compte que c'est une forme de faiblesse physique, tu vois, comme d'autres joueurs, comme tous les athlètes en ont. Il y a des athlètes exceptionnels avec justement des qualités athlétiques exceptionnelles, mais aussi des faiblesses. Et je pense que Kawhi Leonard, il a des faiblesses au niveau de son corps qui font que tu imagines aujourd'hui 2 ou 3 saisons de suite de Kawhi Leonard à 70 matchs? Non, bah non, c'est sûr, on sait que c'est Ça, pas possible. Mais ça me semble en fait, je pense que ce qui peut surprendre, c'est de savoir qu'il est quasiment au bord des larmes au téléphone parce qu'il a l'impression d'abandonner son équipe. C'est juste ça qu'on voit pas. On n'a pas l'impression que c'est quelque chose. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui pensent à tort que parce qu'il gagne, il est multimillionnaire, il a encore un contrat, il a signé un contrat avec un salaire gigantesque, que bah, c'est pas très grave. De toute façon, sa vie elle est cool. Et donc savoir qu'il est pas juste déçu, mais quand il parle à son coach au téléphone, il est il est au bord des larmes, c'est que c'est qu'il est touché quand même, tu vois. Et ça, je pense que ça peut paraître surprenant par rapport à l'image qu'on a de Kawhi Leonard depuis toutes ces années où dès qu'il fait un sourire, tout le monde s'arrête, tout le monde est étonné, tu vois. Donc moi, c'est plus dans ce sens-là que j'ai été surpris et c'était un aveu. C'est intéressant hein, aussi. Je pense que pour les fans des Clippers, peut-être qu'ils se disent c'est bon, il y en a marre. Est-ce qu'il en a vraiment quelque chose à faire? Est-ce qu'il a vraiment envie de revenir? Tu vois, là, le fait qu'il précise qu'il travaille tout le temps pour essayer de revenir et que parfois c'est même le staff qui le dissuade et qu'il le vit mal au point de quasiment en pleurer, je pense que c'est bon. Ça peut être de la communication aussi, mais je pense pas que Ty Lue soit dans ce registre-là. Je pense vraiment que Kawhi le vit mal et qu'il aimerait être là et justifier son salaire et justifier les attentes énormes qui ont été placées en lui quand il est arrivé. Quand il est arrivé, c'est le meilleur joueur du monde, Kawhi. Hein. ouais, Avec, c'est vrai, avec les exactement. Raptors, Il a ce statut quand on faisait le power ranking, Kawhi, il était incroyable. Enfin, two-way player, il sort d'une saison où il roule. Sur les playoffs, il était magnifique. comparé à Michael Jordan. Ah Dans ouais, le style de jeu, comparé là, à Michael Jordan, Kobe Bryant, c'est lui qui s'en rapprochait le plus dans le style de jeu, plus que il, cho- Tatum. il Bien plus choisit, que il Tatum. choisit d'aller aux Clippers. C'est entre guillemets chez lui. Il revient dans un coin qu'il connaît bien. Donc en fait, il doit avoir une frustration gigantesque, surtout quand il fait des bonnes saisons et que derrière il peut pas jouer en playoff parce qu'il est blessé au mauvais moment. Ça, c'est plus compliqué que ce qu'on imagine, je pense, et cette déclaration-là le montre bien. Yes, ouais, je suis d'accord avec toi. Écoute, Shai, je te propose qu'on s'arrête là-dessus. Ouais. Il y a eu un podcast hier fait sur les Memphis Grizzlies. Je vous invite à écouter ou à regarder ça. On revient sur le début saison canon de Memphis. On se pose la question, finalement, est-ce que ça peut durer? Est-ce que ça peut durer pour les Grizzlies? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont repris leur marche en avant? Est-ce que c'est des circonstances favorables? Une équipe très cool à suivre d'ailleurs au passage Memphis. Ça peut terminer assez haut dans le classement de matabilité qu'on fera donc ce soir sur Twitch à 23h. Yes, pardon, Shai, j'ai cru que tu allais Non, ajouter non, quelque pas chose. du tout. Non, je disais, Ouais, rendez-vous ce soir 23h, soyez là. On va faire ce petit classement de matabilité ensemble et puis discuter de tout et de rien. Quelques petits jeux aussi, on essaiera de préparer des petites questions comme d'habitude. Voilà. nickel. Écoutez,
Bonne journée à tous et on se retrouve demain pour un nouveau SQFR. Ciao, ciao. Ciao.